Le jour où ma belle-fille m'a dit « Bonne fête, Madeleine. On a pensé à toi ». En posant une enveloppe sur la table de la cuisine, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Pas à cause de l'enveloppe. À cause de son sourire, ce sourire trop large, trop préparé, celui qu'on fabrique quand on a répété sa phrase dans la voiture. Je m'appelle Madeleine Rousseau. J'ai 71 ans. Pendant 38 ans, j'ai enseigné le français et la littérature au lycée Lamartine de Lyon. J'ai corrigé des milliers de copies, guidé des centaines d'élèves vers leur première grande lecture, et appris, à force de côtoyer les mots des autres, à lire entre les lignes de la vie réelle. Mon mari, Bernard, est mort 3 ans, plus tôt d'un infarctus, un mardi matin ordinaire, en buvant son café. Depuis, je vivais seule dans notre appartement du 6e arrondissement 110 mètres carrés avec vue sur les toits, que nous avions acheté ensemble en 1989 et qui valait aujourd'hui une somme que je préférais ne pas calculer trop souvent. Ce matin de novembre, mon fils Théo et sa femme Isabelle étaient venus me rendre visite pour fêter mon anniversaire, avait-il dit au téléphone. 71 ans. Un chiffre sans éclat particulier. Mes petites filles, Léa et Zoé, 7 et 9 ans, n'étaient pas avec eux. Elles ont une activité à l'école, avait expliqué Théo sans que je lui pose la question. Ce détail m'avait effleuré, comme une fenêtre mal fermée qu'on entend battre sans comprendre d'où vient le courant d'air. L'enveloppe contenait une brochure. Couleur douce, photographie de jardin bien entretenu, personnes âgées souriantes autour d'une table lumineuse. Les Glycines résidence senior avec service. Et une carte manuscrite de l'écriture d'Isabelle. Nous avons visité pour toi. C'est vraiment bien. Tu mérites d'être entouré. J'ai levé les yeux vers mon fils. Il regardait par la fenêtre. C'est quoi exactement, ai-je demandé posément, être entouré? Maman, tu es seule ici. Ce n'est pas bien pour toi. Je ne me sens pas seule. Isabelle a posé sa main sur la mienne avec une douceur appliquée. Madeleine, l'autre semaine vous avez laissé le robinet ouvert. Et le mois dernier, vous avez oublié le rendez-vous chez le médecin. Le robinet. Je l'avais laissé couler pendant que je cherchais mes lunettes 5 minutes, et Théo était passé par hasard ce jour-là. Un oubli. Un seul. Et le rendez-vous médical, je l'avais simplement déplacé, j'avais prévenu le cabinet, j'avais repris un autre créneau. Je me souvenais parfaitement de la date, du nom du médecin, de ce que nous devions aborder. Théo, ai-je dit? Tu sais que j'ai terminé Les Misérables la semaine dernière, pour la 4e fois de ma vie, et que j'ai commencé à apprendre l'aquarelle le mardi matin avec une amie du quartier. Ce n'est pas une question d'intelligence, maman. Alors c'est une question de quoi? Silence. Isabelle a rouvert la brochure et l'a posée devant moi comme une pièce à conviction. Les Glycines ont une liste d'attente. Nous avons réservé une place pour janvier. Il fallait décider vite. Janvier. Nous étions en novembre. Ils avaient réservé sans me demander. J'ai regardé la brochure, puis mon appartement, les livres alignés sur les rayonnages que Bernard et moi avions construits un week-end d'avril, les photographies sur le buffet, le fauteuil près de la fenêtre où je lisais chaque matin avec mon café. Toute une vie debout dans ces pièces. Et Léa et Zoé? Elles savent? On leur expliquera, a répondu Isabelle rapidement, quand ce sera fait. Quand ce sera fait. Comme on règle une formalité. Je n'ai pas protesté, pas ce soir-là. J'ai remercié, j'ai dit que j'allais réfléchir, j'ai embrassé mon fils à la porte avec le calme de quelqu'un qui a passé 38 ans à ne jamais perdre contenance devant une classe entière d'adolescents agités. Mais une fois la porte refermée, je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai laissé le silence de l'appartement me parler. Quelque chose ne s'additionnait pas. Théo gagnait correctement sa vie, il était ingénieur dans une société de travaux publics à Villeurbanne. Pas richissime, mais stable. Isabelle travaillait à mi-temps dans une agence immobilière. Ils avaient une maison à Caluire, raisonnable, bien tenue. Pourquoi cette urgence soudaine? Pourquoi janvier? Pourquoi sans me consulter? Le lendemain matin, j'ai appelé ma voisine et amie Geneviève, 67 ans, ancienne pharmacienne. Elle est venue avec des croissants et je lui ai tout raconté. « Tu as refusé ?» a-t-elle demandé. Je n'ai rien dit. « C'est mieux. Tu dois comprendre ce qui se passe vraiment avant de réagir. Les gens ne font pas ce genre de choses sans raison. » Geneviève avait raison. J'avais enseigné pendant des décennies que les textes ne livrent jamais leur sens au premier regard. Il fallait lire les sous-textes, chercher ce qui n'était pas dit, comprendre les motivations profondes. Il était temps d'appliquer cette méthode à ma propre vie. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur que j'utilisais quotidiennement depuis des années,
contrairement à ce que ma belle-fille semblait croire, et j'ai commencé à chercher. J'ai d'abord regardé les annonces immobilières du 6e arrondissement. L'appartement que Bernard et moi avions acheté 180 000 francs en 1989 valait aujourd'hui, selon les estimations en ligne, entre 520 000 et 560 000 euros. Une somme que j'avais vaguement conscience de posséder, mais que je n'avais jamais calculée froidement. Puis j'ai cherché le nom de la société où travaillait Théo. Le site existait encore, mais il y avait peu d'activités récentes. J'ai cherché plus loin. Un article de Le Progrès, daté de juillet, mentionnait des difficultés rencontrées par plusieurs sous-traitants du secteur BTP en Auvergne-Rhône-Alpes, avec une liste de sociétés concernées. Celle de Théo y figurait, avec une note sur des retards de paiement aux fournisseurs. Ce n'était pas un article d'enquête, c'était une brève. Mais elle était là. J'ai posé mes mains à plat sur le bureau. Théo avait des problèmes qu'il ne m'avait pas dit. Et moi, avec mon appartement du 6e, j'étais devenue une ressource. Les jours suivants, j'ai continué à chercher discrètement. J'ai appelé notre notaire, Maître Fontaine, avec qui je travaillais depuis l'époque de Bernard. Je lui ai demandé, de façon détournée, si quelqu'un avait pris contact avec lui récemment à mon sujet. Un silence bref. Puis, Madeleine, votre fils m'a effectivement appelé il y a environ un mois. Il m'a dit que vous montriez des signes de fragilité et qu'il souhaitait comprendre les mécanismes de protection du patrimoine en cas d'incapacité progressive. Le mot a flotté dans le téléphone comme une chose froide. Il vous a demandé si une tutelle était envisageable? Il a posé la question, oui. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une démarche simple, que cela nécessitait une évaluation médicale sérieuse et une décision de justice. Il a semblé déçu par cette réponse. Maître Fontaine, je vous serais reconnaissante de ne pas donner suite à d'éventuels appels similaires sans m'en informer directement au préalable. Cela va sans dire. Madeleine, êtes-vous bien? Je commence à l'être. Ce soir-là, j'ai rappelé Geneviève. Elle est venue avec une bouteille de Bourgogne et nous avons parlé jusqu'à minuit. Elle connaissait, par sa nièce avocate, les grandes lignes du droit des personnes âgées en France, la protection juridique, les conditions d'une mise sous tutelle, les droits du propriétaire. Une personne saine d'esprit ne peut pas être privée de ses biens sans son consentement, quel que soit l'âge. Le problème, c'est quand la famille parvient à convaincre un médecin de signer un certificat tendancieux. Il faut que tu aies un dossier à toi, a dit Geneviève, des preuves que tu es lucide, autonome et que tu sais exactement ce que tu fais. J'ai réfléchi toute la nuit. À 71 ans, après 38 années à enseigner la langue française, je savais une chose fondamentale. Les mots ont un poids, et les écrits restent. J'ai pris mon téléphone, et j'ai rappelé Théo. Théo, j'ai réfléchi à votre proposition. Je voudrais que vous veniez ce samedi. J'ai des décisions à prendre concernant mon appartement, et je préférais en parler avec toi et Isabelle. Tu veux visiter les Glycines? Je veux qu'on parle de l'appartement et d'autres choses. Un silence court. Puis, on sera là à 10 heures. Ils sont arrivés à l'heure. Théo portait une veste que je ne lui connaissais pas trop habillée pour un samedi matin chez sa mère, ce qui m'a confirmé qu'il avait préparé quelque chose. Isabelle avait un carnet dans son sac. Il s'attendait à une signature, ou du moins à un accord de principe. J'avais préparé du café et des gâteaux secs. Sur la table basse, rien d'autre, pas de brochure, pas de papier. Et mon téléphone, posé face vers le bas, enregistrement déjà lancé. Je voulais vous parler de l'appartement et je commençais. Isabelle s'est légèrement redressée. Je pense à l'avenir. J'ai consulté un conseiller patrimonial cette semaine. Vous saviez que l'appartement vaut aujourd'hui autour de 540 000 euros. C'est une belle valeur, a dit Isabelle prudemment. Oui, et j'ai décidé que je voulais faire quelque chose de cet argent de mon vivant. Pas attendre. Théo a échangé un regard avec sa femme. C'est tout à fait raisonnable, maman. C'est exactement ce qu'on essayait de... J'ai pensé à faire une donation à l'association des anciens élèves du lycée Lamartine et à financer une bourse littéraire annuelle pour des élèves de terminale. Ça représenterait l'essentiel de la valeur. Le silence qui a suivi avait une texture particulière. Tu ne peux pas faire ça, a dit Théo. C'est notre héritage. C'est mon appartement, Théo, acheté par ton père et moi, pas encore le vôtre. Maman, tu n'es pas en état de prendre des décisions de cette ampleur seule. C'est pour ça qu'on voulait m'envoyer aux Glycines. Le mot a atterri entre nous comme quelque chose qu'on ne peut plus ramasser. Théo, Maître Fontaine m'a appelé. Il m'a dit que tu l'avais contacté pour savoir comment obtenir une tutelle sur ma personne. Est-ce vrai?
Son visage a changé. Pas comme quelqu'un qui est découvert, comme quelqu'un qui glisse sur une surface qu'il pensait stable. Je m'inquiétais pour toi. Et la société Renault Travaux, dont tu es directeur associé, elle figure dans un article du Progrès sur les retards de paiement dans le BTP. Combien vous devez exactement? Cette fois, Isabelle a baissé les yeux, le silence durait. J'ai pris mon téléphone sur la table, j'ai arrêté l'enregistrement. Cette conversation a été enregistrée depuis le début. Théo a regardé le téléphone, puis moi. 38 ans à enseigner la littérature, ai-je dit. Tu sais ce que j'ai appris? Que les non-dits finissent toujours par parler. Je t'aurais aidé, Théo, si tu m'avais dit la vérité. Il a mis du temps avant de parler. Puis, d'une voix que je ne lui avais pas entendue depuis qu'il était adolescent, une voix sans défense, on a 95 000 € de dette fournisseur. Si on ne règle pas d'ici mars, on risque le redressement judiciaire. J'avais honte. Tu as toujours été irréprochable. Papa aussi. J'avais l'impression que vous n'aviez jamais échoué à rien. J'ai regardé mon fils. 44 ans. Les mains croisées. Les épaules basses. Ton père a failli perdre son poste en 1997, ai-je dit. Tu ne le savais pas. On a vécu 6 mois avec très peu. On s'en est sorti. On ne vous a rien dit parce que vous étiez encore petit. Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit après? Parce que les parents protègent leurs enfants. Parfois trop longtemps. Isabelle pleurait silencieusement. Elle n'avait pas dit un mot depuis plusieurs minutes. Pourquoi moi? Lui ai-je demandé sans agressivité. Pourquoi cette idée de me placer? Elle a pris une longue inspiration. C'était plus simple que de vous demander directement. On pensait que si vous étiez ailleurs, on pourrait gérer la vente de l'appartement sans que ça devienne un conflit. On se disait que vous seriez bien prise en charge et que je ne poserais pas de questions. Elle n'a pas répondu. C'était une réponse. J'ai posé ma tasse de café. Par la fenêtre, les toits de Lyon étaient gris et nets sous le ciel de novembre. J'avais 60 et 11 ans. 38 ans de classe. Des milliers d'élèves, un mari que j'avais aimé profondément et perdu trop tôt, un appartement plein de livres et de lumière du matin. Je n'étais pas une vieille femme qu'on range dans un tiroir. Voici ce qui va se passer, je dis. Ils m'ont regardé. Je ne vends pas l'appartement. Je n'irai pas aux Glycines. Mais je peux vous prêter 60 000 € pour régler vos dettes les plus urgentes, avec un contrat de prêt rédigé par Maître Fontaine, remboursement sur 8 ans. Théo a ouvert la bouche. Ce n'est pas négociable. En échange, j'attends 3 choses. D'abord, Léa et Zoé viennent ici chaque mercredi après l'école, comme avant. Ensuite, tu me montres les comptes de la société tous les trimestres, pas pour me mêler de tes affaires, mais pour que tu n'aies plus jamais honte de me parler. Et enfin, vous consultez tous les deux quelqu'un, un conseiller conjugal, un thérapeute. Je m'en remets à vous parce que ce que vous avez fait ne vient pas d'une mauvaise nature, ça vient d'une peur que vous ne savez pas encore nommer. Et si on refuse? A murmuré Isabelle. J'ai un enregistrement, le témoignage de Maître Fontaine, et 38 ans d'habitude à construire des argumentaires clairs et documentés. À mon âge, les scandales ne me font plus peur. Théo a baissé la tête. On accepte toutes vos conditions. Bien. Maintenant, est-ce que Léa et Zoé savent où est leur grand-mère depuis 2 semaines? Non, a dit Théo. Appelez-les. Je veux leur parler ce soir. Ce soir-là, mes petites filles m'ont appelé depuis le téléphone de Théo. Léa m'a demandé si j'avais été malade. Je lui ai dit que non, que j'avais seulement eu beaucoup à faire, et que je les attendais mercredi pour faire des crêpes et commencer à leur lire Le Petit Prince, qu'elles ne connaissaient pas encore. Tu nous liras toute l'histoire? A demandé Zoé. On prendra le temps qu'il faudra. 3 mois ont passé. Théo envoie les bilans de sa société chaque trimestre, comme convenu. Ils ont commencé à voir un thérapeute ensemble d'abord, puis chacun de leur côté. Isabelle et moi avons eu une conversation difficile, en décembre, longue, sincère, au cours de laquelle elle a dit des choses vraies que je n'attendais pas. Nous ne sommes pas encore proches, mais nous nous parlons autrement. Léa et Zoé viennent chaque mercredi. Nous en sommes au chapitre 8 du Petit Prince. Léa a demandé pourquoi le renard dit que l'essentiel est invisible pour les yeux. J'ai réfléchi une seconde, puis j'ai répondu que c'est parce que les choses les plus importantes ne se voient pas, elles se ressentent, avec le temps et l'attention. Elle a hoché la tête très sérieusement. À 9 ans, elle comprend peu, être mieux que certains adultes. La semaine dernière, une ancienne collègue du lycée Lamartine m'a appelée. Elle m'a dit qu'une de leurs jeunes professeurs traversait quelque chose de difficile avec sa propre mère âgée, des tensions, des non-dits, la peur de vieillir et la peur de voir vieillir quelqu'un qu'on aime.
Elle m'a demandé si j'accepterais d'en parler avec elle, autour d'un café. J'ai dit oui, parce qu'à 71 ans, j'ai compris quelque chose que je n'aurais pas su formuler à 40. La vieillesse n'est pas une fragilité, c'est une accumulation. Chaque décennie laisse un dépôt de patience, de lucidité, de choses qu'on ne peut plus se permettre de ne pas dire. Ce que ma famille a pris pour une faiblesse était en réalité le contraire. J'ai vécu assez longtemps pour savoir distinguer un sourire sincère d'un sourire préparé, pour lire un silence, pour comprendre ce qu'une brochure aux couleurs douces cache vraiment. 38 ans à enseigner la littérature m'ont appris que les histoires les plus importantes sont celles où le personnage principal refuse de disparaître. Je suis Madeleine Rousseau, j'ai 71 ans et je n'ai pas encore écrit ma dernière page. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous écoutez, chaque message compte. Et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait ?